On démarre. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous pour cette petite discussion autour de l'éthique et de l'intelligence artificielle et d'un retour d'expérience de ce que l'on a fait à Grenoble École de Management. Donc ça se fait dans le cadre de la semaine Exploria qui est organisée par le collectif Impact AI où la chaire que je coordonne avec Fanny ici présente qui s'appelle Digital Organization and Society a décidé de mettre en œuvre. Alors l'idée c'est de qu'on fasse une petite table ronde. Alors malheureusement Jean-Philippe Renard aura probablement du retard. On discute de l'expérimentation puis ensuite surtout on va rentrer dans une phase de discussion autour de l'IA et de les émotions d'un point de vue plutôt psychologique. Alors moi je suis ici, hein, je m'appelle Erdal Zotto. Je suis prof assistant en système d'information. Je me suis occupé un petit peu de ce projet et je suis aussi co-coordinateur de la chaire dont je viens de parler. Avec nous, on a la chance d'avoir donc Bastien Sévajol. Je vais le laisser prendre la parole. Immédiatement, oui. Eh bien, bonjour, Bastien. Voilà, j'ai été appelé pour faire le développement de l'application, voilà, d'un point de vue technique et programmation. Voilà, je te laisse reprendre la parole. Merci. Et Mathieu Pinelli. Donc, je te laisse te présenter, oui. Mathieu. Merci Pierre. Donc moi je suis docteur en psychologie. Donc j'ai obtenu mon doctorat en 2017 à l'université Savoie-Mont-Blanc. Je suis actuellement donc post-doctorant dans la chaire DOS. Et donc là actuellement dans la chaire, je travaille sur les aspects disons d'influence sociale dans le contexte numérique et sur ce qui concerne le marketing sensoriel. Voilà. Donc là je vais pouvoir juste donner mon regard de psychologue sur les émotions dans le cadre de l'IA et de l'éthique. Voilà, et Jean-Philippe Renard se présentera quand il nous rejoindra. C'est un petit peu l'homme derrière l'ensemble de ce projet, puisque j'étais plus sur une phase opérationnelle là-dessus. Alors, ce projet, de quoi il s'agit pour faire simple, je vais vous le décrire tout de suite, de manière assez imagée, hein, on va le voir. Avant de le faire, la description de ce projet-là, j'ai quand même positionné le contexte. Hein. Grenoble École de Management, c'est une grande école de commerce où on a des cours en présentiel. On avait des cours en présentiel, puisque la crise sanitaire a eu raison du présentiel, mais notre projet peut fonctionner à distance. Ce serait même plus intéressant peut-être à distance. Et notre question, c'était, voilà, tous nos étudiants, les étudiants ont en règle générale de plus en plus leurs ordinateurs allumés. Est-ce qu'on ne peut pas en tirer profit d'une certaine façon, l'exploiter pour quelque chose? On sait que les émotions, on y reviendra après, hein, Mathieu, ancrent de l'apprentissage. En tout cas, favorisent le fait de se souvenir de quelque chose. Mathieu y reviendra. J'utilise des mots un peu trop simples pour ça. On s'est dit qu'on allait essayer d'envisager quelque chose avec tout ce qu'on entendait sur l'intelligence artificielle, les reconnaissances faciales, les reconnaissances d'émotions. L'émergence de ce projet s'est fait en plein, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc horrible en Chine sur le crédit social, qui vous permet d'avoir accès à certains services ou pas en fonction de la reconnaissance faciale. On s'est dit on peut peut-être contrer tout ça et essayer d'envisager quelque chose qui réussisse à mixer éthique et intelligence artificielle. On y réussit partiellement, on y reviendra. L'idée, c'est que sur l'audience qu'on a, on leur demande s'ils souhaitent installer un programme informatique qui a été développé donc par Bastien en Python, qui sera versé en libre le plus rapidement possible, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Ce petit programme va tout simplement prendre une photo du visage grâce à la webcam sur une base régulière, donc qui est paramétrable ou qui sera paramétrable. L'idée étant de se rapprocher du temps réel tout en respectant des contraintes de réseau en fait. Ces photos que vous voyez matérialisées ici par mon petit curseur, donc la photo de cet usager ici, la photo de cet usager ici, et envoyée ensuite directement dans le cloud. Je déteste ce mot, hein, mais c'est le cas en fait. Elle est envoyée chez Microsoft. On a fait le choix d'utiliser l'application Azure, puisque l'école est en partenariat actuellement avec Microsoft, donc on avait une licence là-dessus. C'est traité par les serveurs de Microsoft, qui sont, donc ça c'était effectivement, hein, c'est souligné ici le rôle de l'intermédiaire, on y reviendra sur une discussion juste après, mais qui sont justement RGDP, etc.
L'API va renvoyer tout simplement sur, et là c'est là où ça devient important, sur le client en fait qui a envoyé la photo, le bout de fichier avec des scores sur les différentes émotions, le sexe, etc. Et c'est uniquement ces données qui sont simplement des chiffres, j'insiste, et jamais les photos, puisqu'elles sont supprimées ensuite quand le programme se ferme du poste client. Et c'est uniquement ces données chiffrées qui sont envoyées au serveur web. Là, je vais laisser Bastien nous expliquer un peu, puisque ces données sont anonymisées en fait. C'est ça, donc en fait, il n'y a que l'ordinateur de l'étudiant ou de la personne qui est photographiée qui communique avec les serveurs d'Azure, qui eux-mêmes récupèrent les données, comme tu l'as dit, les données d'émotion, qui ne sont plus que des chiffres. Et lorsque l'ordinateur de l'étudiant sont envoyés vers le serveur qui centralise les données, à ce moment-là, on n'envoie vraiment plus que des données brutes, sans aucun identifiant permettant de relier à la personne qui vient d'être photographiée. Ça pose d'ailleurs des petits problèmes techniques, donc on génère des identifiants aléatoires à la volée. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces données sont, comme tu l'as dit, anonymisées. Et ce qui importe aussi, en plus d'être anonymisé, c'est que, comme tu l'as dit, le code source soit ouvert pour qu'on puisse vérifier le comportement d'application. Voilà, donc après sur la partie centralisation des données, le web server sur ta diapo, je te laisse reprendre la main. Merci. Et donc, tout simplement via une page web classique, la personne qui est en train de discuter avec cette audience-là va avoir accès sur un écran à un tableau de bord qui va tout simplement faire un état des lieux en temps réel. Donc, c'est l'image du dessus de l'état émotionnel de sa classe en fonction du score et de l'état émotionnel de la classe depuis le début de la réunion. Et vous voyez deux courbes. En fait, les courbes ont été regroupées par rapport à des émotions qui sont très favorables à l'apprentissage et des émotions qui sont moins favorables à l'apprentissage. Mais je laisserai Mathieu en discuter. On a fait ça avec une professeure à l'école qui s'appelle Caroline Cuny. C'est elle qui nous a aidé à lister, catégoriser les émotions de cette catégorie-là de classification d'émotions qui n'est pas universelle en fait, mais je laisserai Mathieu là-dessus, pour nous aider là-dessus. L'idée, c'est que l'intervenant peut cliquer à tout moment quelque part sur la courbe pour émettre un commentaire et créer une métadonnée sur l'état émotionnel en disant, par exemple, à tel moment, j'ai parlé de telle étude de cas, à tel moment, j'ai raconté telle histoire personnelle. Et on peut ajuster en fait nos présentations, voir si nos présentations sont efficaces, etc. L'idée étant d'améliorer la capacité de l'enseignant à générer de l'émotion et donc à permettre à son auditoire de retenir davantage ce qu'il est en train de présenter. Donc ça, c'est le projet, ce que vous pouvez voir dans son ensemble. Alors, j'ai demandé si vous avez des questions déjà sur ce projet-là tout de suite, puisque c'est vraiment le projet concret, pas sur la partie discussion qui est derrière. Peut-être Arthur, je sais que tu dois nous écouter. Ouais, j'ai pas forcément de questions techniques vraiment, mais c'est vrai que je me posais la question de quel biais ça introduit en fait le fait que ça soit volontaire de la part des étudiants d'activer leur webcam, donc ce qui est heureux en fait, on ne va pas non plus les forcer, mais du coup est-ce que ça apporte pas un certain nombre de biais du fait que l'étudiant va peut-être adapter sa réaction à partir du moment où il est filmé, et il va avoir un comportement forcément moins naturel. Je sais pas si vous avez si vous savez des choses là-dessus ou... Ouais, alors je vais déjà laisser Jean-Philippe Renard qui vient de nous rejoindre se présenter succinctement. Tu veux que je me présente? Bonjour, je suis Jean-Philippe Renard. J'ai été invité par Pierre Dalzotto à participer à cette rencontre. Moi, je suis économiste, informaticien, etc. Et j'ai une petite compétence. En fait, j'ai pas mal travaillé sur les réseaux de neurones. Mon vrai problème, c'est que j'ai arrêté d'y travailler précisément quand ça a commencé à décoller. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas toujours gagner dans la vie, puisque ça y est, c'est un domaine qui monte et qui descend. Je réponds partiellement à la question.
Est-ce que ça change leur attitude? Évidemment que ça change leur attitude. Il est bien connu, quoi qu'il en soit. Là, bon, on parle de la reconnaissance d'émotions, hein, si j'ai bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, il est bien connu en sociologie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et Foucault, il y a beaucoup travaillé, si on veut se référer aux sociologues. À partir du moment où vous êtes surveillé et où vous savez surveiller, plus ou moins consciemment, mais souvent inconsciemment, vous avez tendance à adapter votre attitude à ce que vous pensez que le surveillant souhaite. Et évidemment que l'inclient qui sait que sa caméra est en marche, même s'il sait, c'est extrêmement important qu'il ne sera jamais identifié en tant que tel, hein, puisque nous, on ne traite que de données agrégées, oui, il va avoir tendance à modifier un peu son comportement. Bon, c'est le prix à payer. L'alternative serait d'activer le système de reconnaissance sans informer l'étudiant. Alors, d'un point de vue opérationnel, ce serait un plus, mais d'un point de vue éthique, j'ai un peu de mal à comprendre comment on pourrait justifier quelque chose comme ça. Donc oui, ça introduit un biais, c'est certain. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, sachant que ce biais, on ne l'a pas encore mesuré, et une des idées de cet outil-là, ce serait peut-être de trouver des éléments, où on verra ça dans la discussion, mais de comment on peut le mesurer. Sur le fait d'activer le programme sans l'accord, évidemment, de la personne, eh ben, on n'a pas le droit, en fait. On a vu ça avec notre DPO, et en fait, c'est vraiment une des conditions sine qua non pour qu'on respecte le cadre éthique qu'on s'est fixé. C'est vraiment quelque chose d'important. En fait, on avait une volonté avec Jean-Philippe dès le départ. Alors Jean-Philippe a présenté exactement tout ce qu'il peut présenter sur sa personne, mais il est par exemple l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle Darknet, mythe et réalité. Et c'est quelqu'un qui, je crois, je peux le dire, croit dans le monde du logiciel libre et dans le fait qu'il faut avoir un cadre fort autour de ça. Moi aussi. Et on a voulu dès le départ avoir du privacy by design et autant que faire se peut de verser le code dans l'open source à minima, dans le libre, ce serait mieux. C'est vraiment quelque chose qui nous importait. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, donc ça c'est pour répondre au rôle des responsables de projet, c'est le rôle de l'intermédiaire. Alors évidemment Azure et Microsoft est forcément en accord avec le régime général de la protection des données. C'était une condition sine qua non, mais c'est faute d'avoir soit nos propres infrastructures, ce qui serait inimaginable aujourd'hui, soit d'avoir une infrastructure, j'ai envie de dire libre, qui puisse permettre de faire ce genre d'expérimentation. Donc je tiens à saluer par exemple, il y a la fondation Mozilla qui est en train de faire un énorme travail de recueil de données vocales. Alors je vous communiquerai le lien évidemment, mais c'est sur voice.mozilla.org et leur but c'est de récolter une énorme quantité de données dans toutes les langues pour justement favoriser de la reconnaissance faciale, etc. Il y a un problème qui se pose avec la reconnaissance d'émotion, qui ne se pose pas avec la reconnaissance vocale, pas faciale, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc voilà, ce rôle de l'intermédiaire est vraiment très important parce que plus l'intermédiaire a de photos, plus l'intermédiaire améliore sa fiabilité s'il est capable de comparer ses photographies à une évaluation humaine, même là Mathieu précisera au niveau psychologique comment ça se passe, des émotions, et donc il renforce leur poids. Enfin, c'est un effet de réseau plus ou moins classique. Enfin, le rôle des utilisateurs là-dedans me paraît être important. On leur demande leur consentement, certes, mais qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait avec eux, pourquoi on utilise ça. Je pense qu'il faut absolument développer une forme de littératie autour de l'IA en particulier ou des algorithmes en particulier, mais plus généralement sur le numérique. Mais voilà, ça c'est un vœu pieux d'une certaine façon. On y travaille beaucoup à l'école. Voilà pour la présentation de notre expérimentation. L'idée étant que derrière, non seulement il y a quelque chose qui peut être utile pour l'enseignant, notre but c'est actuellement de tester ça encore de manière importante pour pondérer les émotions, parce qu'en fait l'émotion neutre est une émotion qui ressort dans 80% des cas en fait. C'est quelque chose qui est assez logique, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas particulièrement triste ou heureux ou en colère quand on est lors d'une conférence, on est globalement neutre. Donc l'idée est d'avoir un travail statistique pour pondérer les émotions, ce que nous permet aussi
le côté serveur du programme, d'amener un score qui va pondérer les émotions pour que les courbes et l'état émotionnel de la classe soient lisibles à un humain, qu'il n'y ait pas quelque chose, une courbe qui soit complètement décalée. Et c'est en fait, et finalement, je pense, le plus gros travail qu'on aura à faire derrière. Voilà pour ce côté-là. Bastien, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit sur le côté programme? Donc, il y a effectivement le côté client et le côté serveur. Le côté client qui est vraiment exclusivement sur la machine des personnes qui assistent à la conférence. Le côté serveur qui va permettre d'afficher un tableau de bord. Et à aucun moment, la personne qui a accès au tableau de bord n'est capable de revenir à la photo ou à l'identification de quelqu'un. Même si le serveur se fait pirater, ce serveur ne contient pas, de toute façon, de données qui soient autres qu'anonymisées. C'est même pas du pseudonyme. Hein. Oui, effectivement, je peux rajouter une petite chose sur la partie web server. Jean-Philippe l'a évoqué tout à l'heure, il y a une agrégation des données qui est effectuée, c'est-à-dire que les données arrivent en mémoire depuis chaque poste client. Et après, il y a une agrégation des données qui est effectuée et instantanément, ça disparaît de la mémoire vive du serveur et sont stockées que les données agrégées. Donc, persister sur le serveur ne reste que des données agrégées qui vraiment sont impossibles. On ne peut pas remonter jusqu'aux personnes qui ont été prises en photo. Voilà. C'est-à-dire que cette boucle entre Azure et le poste client, c'est vraiment exclusivement là où il y a la photo qui est envoyée à Azure. Donc, avec l'exploitation par Azure de cette photographie de personnes-là, qui est dans le cadre du RGDP évidemment, mais sans aucun doute, qui exploite sans aucun doute un petit peu des données personnelles, ne serait-ce que la photo. Et ensuite stockée sur le poste client, la photo est supprimée du poste client quand le programme est quitté. Bastien, tu peux me corriger, je crois que les données brutes aussi sont supprimées, non ? Oui, en fait, sur le poste client, rien n'est conservé. La photo est d'ailleurs supprimée instantanément après la transformation en données émotionnelles. Voilà, et c'est quelque chose auquel on tenait de démontrer que ce privacy by design était quelque chose qui était possible, du moins en partie, j'insiste par rapport au rôle de l'intermédiaire. Aujourd'hui, on n'a pas encore malheureusement une quantité suffisante de données pour amener des conclusions sur dans quelle mesure ça modifie les comportements. Des données sur dans quelle mesure ça modifie, et c'est ça qui va nous intéresser dans un relatif court terme, dans quelle mesure ça modifie aussi le comportement de la personne qui a accès au tableau de bord. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant d'un point de vue enseignement, en fait. Dans quelle mesure l'enseignant peut améliorer ses pratiques ou pas. Donc là, on fera une prochaine table ronde, j'espère, incessamment sous peu. J'en profite quand même pour complémenter un peu ce que disait Pierre au sujet du changement de comportement du prof. Quand on lance ce truc-là, on a une courbe qui nous dit oui, ils suivent, non, ils dorment, ou oui, ils sont au milieu. Moi, je suis prof. Quand j'ai les étudiants devant moi, je n'ai pas besoin d'un système informatique compliqué pour me dire les étudiants sont en train de roupiller ou inversement, les étudiants t'écoutent. L'intérêt pour nous, c'est on a donc une sorte de timeline qu'on peut revoir a posteriori. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir étudier le contenu de notre cours. On voit que quand on aborde tel sujet à tel moment, ça y est, tout le monde s'endort. Ou inversement, tout le monde se réveille. Donc il y a une volonté d'utiliser ça a posteriori pour adapter la démarche pédagogique à l'intérêt des étudiants. C'est-à-dire que les données agrégées sont disponibles une fois la classe terminée ou la session. Elles sont gardées en mémoire côté serveur et on peut y revenir dessus par rapport aux éléments qu'on a annotés pour savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, à quel moment on a parlé de telle chose ou de telle autre chose, et ce qui va permettre de savoir que ce cas-là favorise plus la génération d'émotions par rapport au public et donc potentiellement la rétention d'informations. On va rentrer dans une phase un petit peu plus, entre guillemets, théorique, où je vais juste parler un tout petit peu de cadre éthique et d'intelligence artificielle, même si ce projet-là n'est pas encore en soi de l'intelligence artificielle, si on regarde les définitions du groupe de haut niveau de l'Union européenne. Quelques notes sur justement la psychologie des émotions grâce à Mathieu, et puis après une réponse à vos, à vos questions si vous en avez, et j'en doute pas.
Alors aujourd'hui, j'insiste, l'IA n'existe généralement qu'au stade expérimental. Il y a très peu d'intelligence artificielle au sens de la définition qui est fournie par l'Union européenne, en tout cas le groupe de l'Union européenne. Donc vous avez la référence qui est évidemment ici, puisqu'ils vont considérer qu'il y a 4 caractéristiques qui sont mentionnées dans une IA, sachant en réalité que toutes ne doivent pas forcément être là pour que l'on parle d'IA. Mais il y a la perception de l'environnement et la complexité du monde réel. C'est quelque chose qui doit être nécessaire. C'est pas une variable qu'on va mesurer à un tel moment de manière automatique ou pas. Le traitement, la collecte et l'interprétation des données doit être présente, évidemment, et il doit y avoir une prise de décision, un raisonnement, un apprentissage, quelque chose qui est mesurable pour une réalisation d'objectifs prédéfinis. On n'est pas loin aujourd'hui, évidemment, sur ce projet-là d'avoir bon à tout. Mais ça, c'est de l'IA. Si vous êtes sur autre chose, généralement, vous allez faire des statistiques, sans doute sur des gros jeux de données, mais vous ne serez pas dans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'il faut bien préciser. Alors, je suis désolé de l'austérité de ce support-là, je vais passer rapidement dedans, mais il y a le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne qui a fait tout simplement ce petit rapport sur des principes éthiques et des prérequis démocratiques qui devraient être derrière le développement de toute forme de système autonome. Et donc, tout système autonome devrait s'intéresser, ou tout développeur de système autonome, d'après ce rapport-là, devrait s'intéresser à la dignité humaine, l'autonomie de l'être humain, la répartition de la responsabilité, la justice, l'équité, la solidarité, la démocratie, l'état de droit et les responsabilités, sécurité, sûreté, intégrité corporelle et mentale des humains, évidemment, et la protection des données de la vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a listé tout ça? C'est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de mettre l'humain au centre. Point. L'IA ne doit pas, alors c'est un petit peu ce qui est écrit ici, ne doit pas porter atteinte à la liberté d'être humain, notamment à la liberté de l'être humain de vivre selon ses propres règles, d'une certaine façon, dans le lieu qu'il est. Que l'on sache, si on interagit avec des machines ou avec des êtres humains, que l'on ait le droit en fait, de ne confier certaines tâches qu'à l'homme ou la machine, que tout système ne devrait être développé et utilisé que de manière à servir le bien. Alors, c'est un petit peu compliqué à opérationnaliser, à mon avis, qu'est-ce que c'est le bien social, évidemment, mais c'est quelque chose qui a été notre moteur dès le début. Contribuer évidemment à la justice, l'égalité, etc. Ça doit être quelque chose qui doit être régulé, issu d'un débat démocratique. Donc, on peut parler du crédit social en Chine qui me semble avoir un petit peu manqué de débat démocratique. Sur l'état de droit et les responsabilités, donc dans le cadre de ce que l'on a, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui ne semble pas important. La chose qui est clé, c'est la protection de la vie privée. Imaginons qu'on ait quelque chose qui n'enregistre pas de manière anonyme et n'agrège pas les données, qu'on puisse remonter à quelqu'un. Si on voit que, de manière significative, l'intégralité du groupe a ressenti des émotions et qu'une personne n'a pas ressenti d'émotions, n'a pas réussi son examen, on pourra peut-être soit tout simplement aller vers elle, essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou pourquoi pas lui reprocher de ne pas avoir écouté avec suffisamment d'attention, parce qu'elle n'a pas eu la même ressenti émotionnel que ses camarades, et donc finalement amener une énorme modification de la manière de ressentir les choses, en tout cas de les présenter. On va se retrouver avec des élèves qui sont comme ça en permanence devant leur caméra, c'est super, et avec énormément de risques. Donc cette protection des données et de la vie privée est quelque chose qui est vraiment extrêmement important de notre point de vue. Ensuite, évidemment, l'IA doit être strictement testée avant diffusion, ne doit pas porter atteinte aux droits de tout être humain, à l'intégrité physique et mentale. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'où cette table ronde, d'où le fait que le code n'est pas encore disponible, qu'on est en train d'expérimenter là-dessus. Un dernier élément que je trouve extrêmement intéressant dans cette notion de vie privée, c'est que les systèmes ne doivent pas interférer avec le droit évidemment à la vie privée, mais surtout sur l'influence du développement et d'opinion personnelle. C'est quelque chose qui me semble vraiment, vraiment important à souligner. Donc les principes, en fait, sont déjà d'une certaine façon formalisés, ils existent déjà. Charge aux instituts de formation, charge au gouvernement, aux régulateurs, de diffuser cela de manière importante, de manière opérationnelle, pour favoriser un cadre qui permette un développement et surtout une exploitation
éthique d'une certaine façon et démocratique des intelligences artificielles. Donc je tenais à faire ces deux petits points pour dire de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle quand on parle effectivement d'éthique dans l'intelligence artificielle. Et justement, pour renforcer ce discours-là, on va parler maintenant de, certes, il y a des systèmes de reconnaissance d'émotions, mais en réalité, reconnaître une émotion, même pour les humains, et d'un point de vue psychologique, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement... qui fait pas de manière stricte, qui n'a pas un strict consensus, si je ne m'abuse, Mathieu, mais je vais te laisser présenter tout ça. Oui, merci Pierre. Donc moi, je vais vous donner un petit peu mon point de vue donc, en tant que psychologue et chercheur en psychologie expérimentale. Donc, sur ce qu'est une émotion déjà, donc il faut savoir qu'il n'y a pas déjà de consensus sur la définition d'une émotion. C'est quelque chose de très complexe. Il y a beaucoup de modèles et de théories. Déjà, on fait beaucoup aussi l'amalgame en fait entre ce qui est une émotion ou un affect, une humeur, un tempérament. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent de manière interchangeable, alors que ce n'est pas la même chose. Donc, très rapidement, un affect, c'est simplement une notion de plaisir ou de déplaisir. Le tempérament, c'est plutôt lié au caractère d'une personne. Et puis, l'humeur, c'est plutôt quelque chose de chronique. On se réveille le matin, on est par exemple de mauvaise humeur, ça va durer peut-être toute la journée. Alors que l'émotion, c'est quelque chose de plutôt aigu. Donc ici, j'ai mis une définition assez moderne de l'émotion. Il en existe beaucoup des émotions. Donc on peut parler déjà d'un épisode, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'aigu, c'est un épisode émotionnel, donc qui n'est pas censé durer dans le temps, qui dure un petit moment mais qui va s'estomper, qui varie donc dans différentes composantes de l'organisme. Alors, différentes composantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va varier, par exemple, dans des composantes dites physiologiques et même neurophysiologiques. Donc, on a des choses qui vont se passer dans le cerveau. On va avoir des choses qui vont se passer, par exemple, au niveau du rythme cardiaque. On peut avoir, par exemple, on peut se mettre à transpirer si on est anxieux. Donc, il se passe des choses dans une composante dite neurophysiologique. On a également des choses qui se passent au niveau comportemental et on dit expressif. Donc, au niveau comportemental, c'est tout simplement qu'on va mettre en place des comportements particuliers. On va avoir des états corporels particuliers quand on va ressentir des émotions. On va également avoir des expressions faciales, on va le voir, particulières suite aux émotions. Et puis, on peut avoir aussi une composante plus subjective qui est spécifique à chaque individu selon ce qu'il ressent. Voilà, donc tout ça pour dire que les émotions, déjà, c'est quelque chose d'aigu, un épisode, on parle d'épisode émotionnel. Il faut prendre en compte plusieurs composants de l'organisme pour définir l'émotion. Donc ça, cette variation dans ces composantes, finalement, elle vient d'événements internes ou externes. Donc des événements internes, c'est simplement lorsque, par exemple, je vais me remémorer un souvenir positif. Donc là, je vais sentir une émotion positive, ça vient de quelque chose d'interne. Ou quelque chose d'externe. Par exemple, si je me mets en colère à cause d'un collègue ou parce que les étudiants s'ennuient à cause du cours, bon, bah là, on est sur quelque chose de plutôt externe. Tout ça, c'est en réponse à quelque chose qui a de l'importance pour le sujet. Donc ça, c'est très important parce que si vous êtes face à quelque chose qui est neutre pour vous, bon, bah, vous n'allez pas ressentir d'émotions spécifiques, vous n'allez pas ressentir d'émotions. C'est-à-dire que selon le stimulus, selon l'objet qui est en face de vous, par exemple, eh bien, il y a une personne peut-être qui va ressentir des émotions parce que ça a de l'importance pour elle, alors que pour vous, vous n'allez rien ressentir parce que c'est quelque chose qui est complètement neutre pour vous. Voilà, donc déjà, il faut savoir que définir une émotion, ce n'est pas évident, ça c'est une définition assez générale et contemporaine. Donc maintenant, on va se focaliser un petit peu sur la conception et non pas le conception traditionnelle. Donc, les travaux notamment de Paul Ekman, qui a été développé ici dans les années 70. Donc, en fait, Paul Ekman, c'est un chercheur américain et psychologue, donc qui a énormément travaillé et contribué dans la littérature scientifique sur les émotions. Et lui, son objectif, c'était de montrer en fait que les expressions faciales eh bien, étaient le reflet direct d'émotions très spécifiques. Ah, Pierre, on a perdu la diapositive. Donc l'objectif de Paul Ekman, en fait, c'était eh bien, de mesurer ces expressions faciales et de montrer qu'elles étaient universelles. Donc ça, il tient ça de l'héritage de Charles Darwin. En fait, Darwin voulait montrer également eh bien, qu'il y a certaines émotions qu'on appelle des émotions de base et qui sont universelles à chaque être humain sur Terre, indépendamment de la culture.
Donc, Paul Ekman a suivi en fait les travaux de Charles Darwin et a essayé de mettre en évidence justement ces émotions de base en se basant sur les expressions faciales. Donc, il a développé en fait tout un système qu'on appelle le système de codage des actions faciales, qui est un système assez lourd en fait à mettre en place, qui consiste avec une photo à coder en fait tous les muscles qui s'activent et qui représentent des actions faciales. L'idée, c'est que chaque combinaison faciale spécifique doit correspondre à une émotion spécifique. Donc, par exemple, on sait que pour la joie, eh bien, c'est le muscle zygomatique qui va s'activer, et donc ça va représenter la joie et uniquement la joie. C'est-à-dire que pour Paul Ekman, si on a cette activation musculaire au niveau du muscle zygomatique, c'est-à-dire que les coins inférieurs de la lèvre vont se lever, alors c'est que ça correspond à de la joie et pas autre chose. Donc, Paul Ekman tenait bien l'idée que à chaque émotion de base, ici il en a mis en évidence 6, pardon, eh bien, à chaque émotion de base, on a une expression faciale très spécifique avec une combinaison d'activation musculaire au niveau du visage bien spécifique. Voilà, donc on verra après que tout ça, ça a été remis un peu en question et qu'il y a certaines limites, mais il y a aussi quand même des avantages à ce système-là de codage. Donc simplement ensuite, pour poursuivre sur les émotions, comment est-ce qu'on mesure des émotions? Donc, en fait, il y a 3 façons de mesurer globalement les émotions. Donc, vous avez les mesures dites auto-rapportées, où simplement on va faire remplir un questionnaire à des individus et puis on va leur demander dans quelle mesure est-ce qu'ils ressentent de la joie, de la colère, de la tristesse. Donc, on code ça souvent sur des échelles de 1 à 5. Dans quelle mesure vous êtes en accord avec la proposition suivante? Je ressens de la joie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'individu qui cote son ressenti individuel. Vous avez également des mesures physiologiques. Par exemple, on peut faire des mesures plutôt indirectes ici des émotions. Donc avec un électrocardiogramme, on va placer des électrodes sur l'individu. Et si par exemple, on présente à un participant une scène qui est censée susciter de la peur, on va s'attendre à ce qu'il y ait plutôt une accélération de la fréquence cardiaque suite à la présentation de cette scène. Donc ça, c'est une façon de mesurer indirectement également les émotions. Et puis, on a des mesures aussi comportementales, donc en prenant en compte les caractéristiques vocales, ça on sait faire avec des capteurs, ou les expressions faciales, par exemple, avec les mesures d'Ekman. Voilà, donc ça, c'est globalement les 3 façons de mesurer les émotions. Si on se restreint un peu plus aux expressions faciales, en fait, il y a 2 façons de mesurer les expressions faciales. Donc, vous avez la façon qui consiste, comme Ekman, à observer, en fait, par exemple, une photo, et puis en tant qu'observateur, à indiquer, bon, moi, je pense que cette personne, elle ressent de la colère, de la peur, du dégoût, de la surprise, etc. Et la seconde façon, c'est d'utiliser une méthode un peu plus invasive qu'on appelle l'électromyographe. Donc ça, c'est simplement de placer en fait des capteurs sur le visage et qui vont directement enregistrer les activations musculaires. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus lourd et beaucoup plus invasif. Voilà, donc c'est les 2 façons de mesurer globalement les expressions faciales. Donc, les travaux d'Ekman, en fait, nous amènent à un certain nombre de questions qu'on va voir sur la diapositive juste après, qui en revient à la question suivante et que défendait à la base Ekman, qui sont qu'il existe des émotions de base qui sont universelles et qu'on retrouve donc chez chaque être humain sur Terre. Donc, en fait, la réponse n'est pas aussi simple que ça. En fait, il faut savoir que, bien sûr, il y a énormément de variabilité au niveau des émotions, l'expression des émotions selon les cultures. C'est-à-dire que, par exemple, pour les émotions de base qu'a dénommé Ekman, dans certaines cultures, il n'y a même pas de dénomination pour ces émotions. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la colère, vous avez des cultures dans lesquelles la colère n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mots pour exprimer cette émotion. C'est une émotion pour eux qui n'existe pas. Donc, il y a vraiment des variabilités qui ont été mises en évidence au niveau des émotions et de l'expression des émotions. Vous avez même des cultures comme les Tahitiens, en fait, où le concept même d'émotion n'existe pas. Donc là, ça renvoie aussi à une question un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement une émotion si dans une culture donnée, ils n'ont pas le concept d'émotion. Voilà, donc ce qui tend aussi à renvoyer à la difficulté de comprendre ce qu'est une émotion et comment on la mesure, mais il faut savoir qu'il y a des variabilités culturelles importantes, ce qu'on appelle en psychologie l'éthos. L'éthos, en fait, c'est le système culturellement organisé des émotions, qui renvoie à des normes, des croyances, des valeurs, des habitudes par rapport aux émotions.
Donc, ce qui est important, en fait, c'est de bien prendre en compte, quand on étudie les émotions, eh bien, la culture, mais également le contexte. On y reviendra tout à l'heure, hein, le contexte dans lequel l'émotion prend place. Deuxième élément important, c'est est-ce que les échanges émotionnels sont importants? Donc, ça, c'est une question qui, à mon sens, en fait, n'est pas assez posée lorsqu'on étudie les émotions comme, en fait, un outil de communication. Vous avez quand même beaucoup de travaux en fait, qui montrent eh bien, que les émotions sont vraiment importantes pour communiquer. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous permet de dire ce qu'on ressent sur le moment, mais c'est également un outil de communication important au niveau des interactions sociales. Il y a des chercheurs qui parlent de glue sociale au niveau des émotions, qui sont même indispensables, et qui sont indispensables également pour l'intégration sociale, l'intégration dans les groupes sociaux. Alors pourquoi? Parce que si on prend par exemple les stéréotypes, vous avez un certain nombre de stéréotypes qui existent par exemple sur la différence hommes et femmes au niveau des émotions. On sait que les hommes doivent plutôt cacher leurs émotions, pas trop montrer qu'ils sont tristes, alors que les femmes, on leur demande, donc ça c'est un stéréotype bien sûr, on attend d'elles en tout cas à ce qu'elles soient plus émotives, plus sensibles, à ce qu'elles montrent plus leurs émotions. Donc, par exemple, si on veut être intégré dans un groupe social, par exemple chez les garçons, eh bien, on va peut-être préférer les garçons qui ne montrent pas trop les émotions, parce que sinon, on dira que c'est une fille. Voilà. C'est un exemple très simpliste, mais qui est extrêmement important et qui montre aussi que les émotions ne sont pas si universelles que ça, donc au niveau culturel, mais également au niveau du contexte social, si on regarde à ce niveau-là. Et enfin, donc, dernier élément important, c'est quelles sont les limites dans le modèle traditionnel de l'expression faciale. Donc ça, c'est le modèle d'Ekman. Donc il y a trois grandes limites en fait qui ont été mises en évidence. La première, c'est que ce sont des travaux en fait qui sont basés principalement sur des images statiques. C'est-à-dire qu'on prend en photo des personnes et on leur demande de faire des émotions, par exemple la joie, la tristesse. On prend des photos et sur la base de ces photos, on va demander à des juges, des observateurs, et bien ensuite de classer ces photos sur selon pour eux si c'est plutôt de la joie ou de la tristesse, etc., etc. Or, on sait en fait que l'émotion, lorsqu'elle est affichée, elle est toujours dynamique. Quand on est en situation réelle, on est en mouvement, il y a un contexte, c'est quelque chose de dynamique et non pas statique. Donc ça, c'est une limite qui a été mise en évidence. Et on sait aussi que en fait, les personnes qui expriment des émotions sur une photo statique, ils sont plutôt dans l'imitation, dans la simulation, alors que les personnes qui vont exprimer une émotion dans un environnement dynamique, donc dans le monde réel, et bien là, on a quelque chose de plus vrai qui correspond plus au ressenti émotionnel. Une autre limite qui est également intéressante, c'est que donc, dans l'expression faciale, on sait en fait que l'expression faciale également ne représente pas forcément le ressenti direct d'une personne. Il faut avoir des personnes qui vont sourire par exemple par politesse, mais qui ne vont pas en fait ressentir de la joie. Voilà, c'est un exemple très simple, mais qui montre en fait qu'il n'y a pas forcément de lien direct, alors que Ekman considérait un lien direct, mais il n'y a pas forcément de lien direct entre l'expression faciale qui est affichée et l'émotion qui est ressentie à l'intérieur de soi. Voilà. Donc après, il y a d'autres considérations méthodologiques qui ne sont peut-être pas très pertinentes, mais c'est quand même intéressant juste d'en toucher deux mots, c'est que lorsque les observateurs en fait doivent définir quelle émotion ressent une personne, par exemple sur une photo, très souvent on leur propose une liste d'émotions, donc c'est ce qu'on dit que c'est un choix forcé. Mais le problème, c'est que si l'émotion qu'ils pensent que la personne ressent n'est pas dans la liste, eh bien, ça pose un problème parce que finalement, ça restreint énormément les possibilités. Et donc, on obtient plutôt des biais de confirmation à ce niveau-là, de la part du chercheur qui propose un choix restreint. Voilà, donc ça, c'est les limites principales qui ont été observées sur le modèle traditionnel d'expression faciale. Alors, il y a aussi des avantages quand même, c'est que si, par exemple, on est sur une population très spécifique, chez par exemple un occidental, on sait que pour les occidentaux, eh bien, la joie est plutôt exprimée avec telle expression faciale, avec telle norme sociale. Eh bien, dans ce cadre-là, on peut utiliser par exemple la mesure des expressions faciales. Disons qu'il faut bien connaître les limites, en fait, d'où l'outil pour savoir s'en servir correctement. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là sur la présentation des émotions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci beaucoup Mathieu. Alors, quelqu'un a son micro,
Je ne sais pas si. Oui, Ouais. c'est moi. J'ai juste une petite question pour Mathieu. J'ai l'impression que Oui. j'ai l'écho là. Et pour surtout aussi Bastien, finalement. On utilise dans cette expérimentation une brique finalement logicielle existante de Microsoft Azure. C'est ça qui fait de la reconnaissance d'émotion. Je confirme, ouais. OK. Et est-ce qu'on sait comment a été construit cet algorithme en fait de reconnaissance des émotions? C'est par rapport à tout ce que vient de dire Mathieu, en effet, du coup, je me pose la question, quoi. Alors c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas y répondre. Bon, Peut-être que alors- Pierre s'est enseigné à ce sujet, je lui laisse intervenir. Pas spécifiquement sur le système de Microsoft Azure. La chose qu'on peut affirmer, c'est qu'aujourd'hui, a priori, il n'y a que deux possibilités de le faire. Soit il existe un algorithme qui a été développé qui va pouvoir classifier l'état des muscles en fonction d'inclinaison et donc l'associer à une émotion. Soit, et c'est ce qui a été fait régulièrement, on va mettre des photos anonymisées et utiliser, exactement comme vous avez un petit CAPTCHA avant de pouvoir faire votre téléchargement, du travail humain asynchrone. On va envoyer à des dizaines de milliers de personnes qui sont sous-rémunérées des dizaines de milliers de photos de visage avec un choix d'émotion. On va leur demander de choisir. Et en fonction des données qu'on agrège à partir de ces choix, on va utiliser un algorithme qui va apprendre à classifier de manière statistique ces photos en fonction de caractères qu'on n'est même plus capable d'identifier puisque c'est l'algorithme qui va se définir lui-même. Et là, on atteint en fait le biais de choix forcés et les limites de ces modèles de reconnaissance. Alors, j'avais en lien avec ça, et merci Mathieu pour cette présentation, on peut aller même plus loin. Peut-être qu'il ne faudrait pas faire des photos, mais faire des captures vidéo. Peut-être qu'il faudrait penser à un système avec un système de type Edge Computing. Peut-être qu'on pourrait amener une capacité à l'ordinateur local de détecter un changement dans le visage pour enregistrer une petite capture vidéo, et c'est cette capture qui serait envoyée pour une reconnaissance. Ce qui impliquerait d'avoir des capacités réseau bien supérieures à ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Peut-être que la 5G amènera quelque chose de ce côté-là. Mais voilà, on est sur au-delà des limites méthodologiques. Ekman, Mathieu, juste pour préciser le contexte, c'est quelle année si tu as la réponse. Alors, j'ai pas entendu, en fait, j'ai des coupures, je suis désolé. Pardon. Je disais, Mathieu, les catégorisations d'Ekman, c'est quelque chose qui est assez ancien de mémoire. Oui, c'est ça a été développé dans les années 70, je crois que c'est en 60. Donc, c'est quelque chose de relativement ancien. Après, ça a commencé à être critiqué dans les années 90, où là, il y a d'autres modèles un peu plus complexes qu'un lien direct entre expression faciale et émotion qui ont été mis en évidence. Parce qu'il y a d'autres choses quand même qui sont maintenant, on parle aussi de valence, donc de distinguer émotions positives et négatives, et puis de niveau d'activation aussi. Voilà, donc des modèles qu'on appelle bidimensionnels, en 10 dimensions, qui permettent aussi de catégoriser, de représenter les émotions. Là, c'est à ce jour, en tout cas, les nouveaux modèles qui arrivent, et il y en a d'autres aussi. Voilà. Après, en fait, c'est un outil, moi, que je ne rejette pas en soi, parce que si on connaît bien les limites de l'outil, on sait dans quelles conditions on peut l'utiliser spécifiquement, avec quelles limites, on peut quand même, je pense, en tirer des informations intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait bien ne pas se détacher le texte et dire, typiquement, c'est l'outil qu'on a, et utilisé dans le cadre d'une classe pour vérifier tel élément. Donc, on sait qu'il y a quand même une homogénéité dans la manière de ressentir des émotions par des étudiants d'école de commerce. Et en ce sens-là, on n'arrivera jamais de toute façon à saisir toute la complexité de l'émotion, que l'individu est tellement unique avec ses croyances, ses stéréotypes, etc. Mais en sachant déjà un certain nombre de caractéristiques sur l'individu, disons qu'on peut affiner un petit peu la précision au niveau de la mesure de l'émotion. Je peux complémenter la réponse sur les algorithmes. Alors, je ne sais pas comment Microsoft, en tant que tel, a procédé.
Mais le principe général, il est relativement simple, surtout sur des émotions, dans la mesure où on n'est pas sur de l'apprentissage non supervisé parce qu'on ne sait pas faire dans ce domaine-là. Donc l'essentiel, c'est effectivement ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire qu'on a des usines de jeunes Bengalais et Indiens qui reçoivent des milliers de photos et qui les taguent, sourire, enfin joie, tristesse, etc. Ça pose quand même déjà un premier problème, c'est qu'il y a le choix. Ça pose tout un tas de problèmes. Il y a le choix forcé que vous évoquiez. Il y a la problématique culturelle. Est-ce que, puisque majoritairement, en fait, ces traitements sont faits dans des pays du Sud, est-ce que leur interprétation des émotions des Blancs sont pertinentes et de celles des Noirs sont pertinentes? Ce n'est pas forcément si évident que ça. Donc ça, c'est un premier biais. Il y a un autre biais que Pierre a évoqué, c'est le côté boîte noire des algos qui sont derrière. C'est-à-dire que je vais balancer en fait un réseau de neurones relativement profond, des milliers et des milliers, on parle même de dizaines et de centaines de milliers. Hein. La convergence des réseaux modernes est extrêmement lourde et compliquée. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très favorable au RGPD. Hein. Il ne s'agit pas de questionner le RGPD, mais le RGPD a pour conséquence de réduire la capacité de recherche de l'Europe, en l'occurrence, en intelligence artificielle, parce qu'on manque de données. Donc, on est face à une boîte noire. On ne sait pas, il faut bien comprendre que les gens qui travaillent sur le deep learning, c'est un peu moins vrai sur le machine learning, parce que c'est techniquement quelque chose d'un peu différent, mais enfin bon. Les gens qui travaillent sur le deep learning ne sont rien d'autre, et ce n'est pas négatif, hein, il faut bien comprendre que c'est l'histoire de l'évolution des techniques, ne sont rien d'autre que des cuisiniers. Ils ne comprennent pas pourquoi à la sortie il y a ça si on met ça à l'entrée. C'est dramatique en termes de maîtrise des outils. Je vais prendre une image qui est un petit peu plus ancienne, donc les réseaux modernes sont quand même plus pertinents que l'image que je vais prendre, mais c'est pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit. Dans les années 70, donc à l'époque où les premiers réseaux neurones commençaient à vraiment se développer, l'armée russe a essayé d'entraîner un réseau de neurones pour que sur une photo, ils reconnaissent la présence ou non de tanks. Il s'agissait de faire de la surveillance automatique dans le cadre de la guerre froide. Ils ont entraîné comme ça leur réseau de neurones avec des milliers de photos. Ça convergeait plus facilement que maintenant parce que les réseaux étaient plus simples. Et puis ils se sont rendus compte que ça marchait bien. Et puis un beau jour, ils ont testé leur truc. Et ils se sont rendus compte que l'algorithme disait il y a un tank à partir du moment où il faisait beau. S'il y avait des nuages, eh bien, tank ou pas tank, l'algo il disait il n'y a pas de tank. Ils avaient dépensé des millions de dollars pour un merveilleux logiciel qui, en fait, vérifiait s'il faisait beau ou s'il faisait pas beau, pour la simple raison que, eh ben, ma foi, ils avaient mis des tanks des jours où il faisait beau. C'est quelque chose qui nous menace toujours avec les algos actuels. Donc oui, il faut être extrêmement prudent avec l'interprétation de ces résultats. Oui, oui, c'est très... Autant je pense que la notion de valence que tu évoquais, Mathieu, est pertinente, autant je pense que on n'ira pas dans la subtilité avec ces outils. C'est très compliqué, oui, de toute façon. Déjà, nous, on a du mal à savoir si madame sourit ou fait la tronche. Donc, pardon, j'arrête. C'est un bon stéréotype, ça. Merci pour vos réponses. On peut aller plus loin sur ces notions de biais, sur la catégorisation, sur le fait que j'aime beaucoup cette image du cuisinier qui nous a été donnée par Jean-Philippe. Au-delà de ça, on vient de voir les biais, on vient de répondre à cette question. Le retour de l'information proposée par l'IA, il y a deux façons et je pense que c'est important de le préciser. Soit on est sur un système dit autonome au sens de l'Union européenne ou d'autres. Et auquel cas, c'est quelque chose qui va décider et avoir un impact sur, on va dire, le monde analogique ou le monde réel. Même si je déteste cette notion de virtuel et de réel, mais c'est pas ce qui importe. Et là, on est face à potentiellement beaucoup de soucis. Parce que y a ces notions de faux positifs, hein, on mesure s'il fait beau ou s'il fait pas beau, ou s'il y a des tanks et pas de tanks, et il y en aura toujours, en tout cas pendant longtemps, et c'est extrêmement dangereux si cette IA a un pouvoir d'une décision qui va être imposée.
Dans le cadre de ce que l'on a développé, on souhaitait évidemment qu'il n'y ait aucun impact de cet outil-là qui ne passe par un filtre humain. En l'occurrence, c'est l'enseignant qui va avoir ce tableau de bord et qui va peut-être voir a posteriori ou même en direct pour s'ajuster, pour pourquoi pas se rendre compte qu'il est le moment de donner une anecdote un petit peu plus lourde d'émotion pour générer une émotion en lien avec le concept qu'il est en train de passer. Mais cette notion de feedback qui est proposée par l'IA, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quelque chose qui est intéressant et important d'adresser en amont du souhait de développer ou d'utiliser en tout cas des outils qui sont en lien avec de l'IA. Sur la conciliation avec anonymat et IA, usage responsable, données personnelles, la réponse c'est en fait plus compliqué que ça, parce que oui, c'est possible de concilier, mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Dans le cadre de notre expérimentation, on l'a vu, et vous le verrez puisque vous pourrez plonger dans le code qu'on utilise, il n'y a aucun moyen, enfin, c'est vraiment anonyme, point. Ça a été du privacy by design, on a notre DPO qui était dedans, il n'y a aucune donnée personnelle qui n'est collectée par nous. Ce qui n'est pas le cas en revanche de Microsoft. Et on en revient sur la notion d'anonymat UA et IA. Nous, on en fait un usage responsable. Il n'y a pas de données personnelles. Mais la boîte noire de chez Microsoft, c'est elle qu'on nourrit. Et certes, elle est en accord avec le RGDP, en tout cas officiellement. Officieusement, je ne suis pas chez Microsoft pour mesurer ça. Mais je ne doute pas que de toute façon, tout est fait en œuvre de leur côté pour que ce soit le cas. Mais il y a une vraie question là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas penser ou réfléchir à développer un petit peu sur ce que fait Mozilla, hein, un système qui permette de faire des énormes jeux de données, alors en l'occurrence c'est la reconnaissance de la voix, qui soit dans le domaine public et qui permette à chacun qui dispose d'une infrastructure un petit peu conséquente d'exploiter ça pour en tirer quelque chose. Aujourd'hui, c'est 10 gigas le jeu de données de la fondation Mozilla pour la voix. Vous pouvez même l'enrichir si vous le souhaitez bénévolement en lisant des morceaux de texte ou en évaluant ce que d'autres ont dit. Donc c'est un petit peu l'apprentissage qu'on a vu, hein. La voix étant, quand je parle, c'est facile d'entendre si je dis un mot, si je dis par exemple avion, la plupart des personnes vont dire que je dis avion, c'est assez facile d'évaluer. Si je fais ça, je ne sais pas si tout le monde va reconnaître la même émotion. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Et du coup, on atteint une des limites justement des outils de classification, puisque l'émotion étant ancrée socialement, culturellement, par rapport au genre aussi, c'est quelque chose où on est face à des énormes limites. Et je doute pas que si on spécifie ou que si on s'ancre dans un contexte et que l'intelligence artificielle a été entraînée par rapport à ce contexte-là, on pourra atteindre sans aucun doute des niveaux de fidélité qui sont intéressants dès lors qu'ils ne sont pas exploités pour prendre des décisions en lieu et place des humains. Il y a une mode aujourd'hui, on en a eu parlé avec Jean-Philippe par exemple, d'utiliser de l'IA pour faire des entretiens d'embauche. Il est extrêmement facile de prétendre qu'on sourit, de prétendre qu'on est dynamique sans forcément l'être au fond de nous d'une certaine façon, comme Mathieu l'a expliqué. On arrive à la fin du temps qui est imparti, donc je tiens à remercier évidemment le mécène de la chaire qui s'appelle Tessie, donc c'est une entreprise qui est mécène de cette chaire-là. C'est grâce à elle qu'on a pu organiser tout ça. Et on va garder quand même un petit temps pour les questions, s'il y en a encore quelques-unes. Ce sera avec plaisir qu'on les traitera. A priori, on a de la chance, on a répondu à toutes les questions. Bien, du coup, je vais vous remercier tous chaleureusement de votre présence. Je vais arrêter l'enregistrement